Imaginez, vous venez de commettre un meurtre. Le sang coule encore sur vos mains tremblantes. Votre cœur bat si fort que vous pensez qu'il va exploser dans votre poitrine. Vous regardez autour de vous, paniqué, cherchant des témoins. Mais ce n'est pas la police qui vous terrifie le plus en cet instant précis. C'est quelque chose de bien plus terrifiant, quelque chose d'inévitable et d'inescapable. Votre propre conscience qui devient votre pire cauchemar, votre bourreau personnel, votre juge impitoyable. Bienvenue dans l'enfer psychologique de Rodion Raskolnikov, le protagoniste de l'un des romans les plus troublants, les plus profonds et les plus bouleversants jamais écrits dans l'histoire de la littérature mondiale. Crime et châtiment de Fyodor Dostoïevski. Restez avec moi, car dans les prochaines minutes, je vais vous plonger dans un abîme moral si profond, si vertigineux, que vous questionnerez absolument tout ce que vous pensiez savoir sur le bien, le mal, la justice et la nature humaine elle-même. Cette histoire va vous hanter, vous poursuivre, vous réveiller la nuit longtemps après la fin de cette vidéo. Je vous le promets. Crime et châtiment, publié en 1866 dans un magazine littéraire russe avant de paraître en livre, n'est pas simplement un roman policier comme on pourrait le croire au premier abord. Non, c'est bien plus que cela. C'est une dissection impitoyable, chirurgicale, presque cruelle de l'âme humaine dans ce qu'elle a de plus sombre et de plus lumineux à la fois. Dostoïevski, cet écrivain génial qui avait lui-même frôlé la mort devant un peloton d'exécution avant d'être gracié à la dernière seconde, qui avait passé 4 années terribles au bagne en Sibérie, qui souffrait d'épilepsie et connaissait intimement la souffrance humaine, nous emmène dans le Saint-Pétersbourg du XIXe siècle, une ville de contrastes violents et brutaux où la misère la plus noire côtoie la richesse la plus ostentatoire, où les idéaux philosophiques les plus nobles se heurtent, frontalement à la réalité brutale, sale et impitoyable de la survie quotidienne. C'est dans ce contexte étouffant, oppressant, presque claustrophobique que nous rencontrons notre protagoniste, et quel personnage extraordinaire il est. Rodion Romanovitch Raskolnikov est un ancien étudiant brillant en droit, un jeune homme de 23 ans d'une intelligence remarquable, vivant dans une pauvreté absolument écrasante, humiliante, dégradante. Il habite ce qu'on peut à peine appeler un appartement. C'est plutôt un placard minuscule, un cercueil pour vivants, situé sous les toits, si petit qu'il peut à peine y tenir debout, tellement étroit qu'il touche les murs des deux côtés quand il étend les bras. Il appelle ironiquement cet endroit son appartement, mais c'est vraiment une tombe pour une personne encore vivante. Les murs sont jaunes, sales, la peinture s'écaille, l'odeur est suffocante. C'est dans cette misère matérielle que germe quelque chose de bien plus dangereux qu'une simple révolte contre la pauvreté. Mais Raskolnikov n'est pas un pauvre ordinaire, un de ces miséreux qui acceptent leur sort avec résignation, non. C'est un intellectuel torturé par une idée, une théorie dangereuse qui va le mener droit vers l'abîme. Voici où cette histoire devient absolument fascinante et terriblement effrayante à la fois. Raskolnikov, dans sa mansarde misérable, couché sur son canapé délabré, développe une théorie philosophique qui divise l'humanité en 2 catégories distinctes et irréconciliables. D'un côté, il y a les hommes ordinaires, la masse, le troupeau, ces milliards d'êtres humains destinés à obéir aux lois morales établies par la société, à vivre une vie conventionnelle, à se reproduire et à mourir sans laisser de traces significatives dans l'histoire. De l'autre côté, il y a les hommes extraordinaires, les législateurs, les révolutionnaires, ces rares individus comme Napoléon, Mahomet, Newton, qui ont le droit, non, le devoir de transgresser les lois morales ordinaires pour accomplir de grandes choses, pour faire avancer l'humanité, même si cela signifie marcher sur les cadavres. Ces hommes extraordinaires ne sont pas liés par la morale commune parce qu'ils créent une nouvelle morale, un nouvel ordre. Napoléon n'a-t-il pas provoqué la mort de centaines de milliers de personnes dans ses guerres? Et pourtant, on le considère comme un grand homme, on lui a construit des monuments. Pourquoi? Parce qu'il était extraordinaire. Raskolnikov, allongé dans sa misère, se ronge de ces questions obsédantes qui devient une véritable torture mentale. Suis-je un homme ordinaire? Un point insignifiant. Ou suis-je un homme extraordinaire capable de transcender la morale conventionnelle? Cette question le consume littéralement, elle devient une obsession maladive. Et pour y répondre, pour se prouver à lui-même qu'il appartient à cette élite de l'humanité, il décide de commettre ce qu'il considère comme un meurtre justifié, un acte qui servira de test existentiel. Sa victime choisie? Aliona Ivanovna, une vieille usurière de 60 ans, une femme qu'il considère comme un véritable parasite social, une censure répugnante qui s'enrichit sur le dos des miséreux en leur prêtant de l'argent à des taux usuraires insupportables, qui accumule des richesses qu'elle n'utilise même pas, qui ne sert absolument à rien à la société, qui est méchante avec sa propre demi-sœur Lizaveta qu'elle traite comme une esclave. La logique de Raskolnikov est d'une froideur glaciale et d'une certaine manière terriblement séduisante dans sa simplicité mathématique. En tuant cette vieille femme nuisible, cette vermine, il pourrait s'emparer de son argent caché et l'utiliser pour des causes nobles.
aider sa mère qui se sacrifie pour lui, sauver sa sœur Dounia qui est sur le point de se vendre en mariage à un homme riche qu'elle n'aime pas juste pour résoudre leurs problèmes financiers, financer ses propres études pour devenir quelqu'un d'important qui pourra faire du bien à l'humanité. Un mal pour un bien supérieur. Une vie méprisable sacrifiée pour sauver des dizaines d'autres vies potentielles. C'est mathématique, c'est logique, c'est rationnel. Mais peut-on vraiment justifier le meurtre par la raison pure? Peut-on réduire la vie humaine à une simple équation mathématique? Dostoïevski va nous montrer que non, absolument pas, et de la manière la plus brutale qui soit. Et voilà, après des semaines de préparation mentale torturée, d'hésitation, de cauchemar, Raskolnikov passe à l'acte. C'est une soirée de juillet, il fait étouffant dans Saint-Pétersbourg, l'air est lourd et oppressant. Raskolnikov cache une hache sous son manteau, une hache qu'il a attachée avec une lanière pour qu'elle ne tombe pas. Il monte les 13 marches qui mènent à l'appartement de l'usurière. Dostoïevski compte les marches, tout est précis, concret, d'un réalisme terrifiant. Son cœur bat à tout rompre. Ses mains tremblent. Il sonne. La vieille femme ouvre la porte, méfiante. Il entre sous un prétexte quelconque. Et puis, dans un moment de panique et de détermination mêlée, il sort la hache et frappe. Une fois, 2 fois, encore et encore. Le sang éclabousse. Le crâne de la vieille femme se brise avec un bruit horrible. Elle s'effondre. Raskolnikov vient de franchir la ligne. Il a tué. Il a prouvé. Quoi exactement? Il ne sait déjà plus. Mais le cauchemar, le véritable cauchemar ne fait que commencer, et d'une manière que Raskolnikov n'avait absolument pas prévue dans ses calculs philosophiques froids et rationnels. Alors qu'il fouille l'appartement à la recherche de l'argent, ses mains tremblantes et maladroites laissant des traces partout, Lizaveta, la demi-sœur innocente et douce de l'usurière, cette femme simple d'esprit que tout le monde aimait dans le quartier, entre soudainement dans l'appartement. Elle n'était pas censée être là. C'est un accident, un hasard cruel du destin. Elle voit le corps de sa demi-sœur. Elle voit Raskolnikov avec la hache ensanglantée. Leurs regards se croisent. Elle est terrifiée, elle ne comprend pas. Et Raskolnikov, pris de panique totale, la tue aussi d'un coup de hache en plein visage. Elle tombe. Elle n'a rien fait de mal. Elle est une victime collatérale, un dommage collatéral comme on dit. Le meurtre philosophique, justifié, rationnel, devient un double meurtre brutal, chaotique, sanglant, absurde. La théorie se fracasse contre la réalité. L'extraordinaire devient l'horrible. Raskolnikov réussit miraculeusement à s'échapper de l'appartement sans être vu, mais quelque chose en lui, quelque chose de fondamental, se brise irrémédiablement à cet instant précis. Ce qu'il pensait être un acte de volonté supérieure, une démonstration de sa nature extraordinaire, devient immédiatement le début de sa descente aux enfers psychologiques, une descente qui va durer des centaines de pages et qui est probablement l'une des explorations les plus profondes de la culpabilité jamais écrite en littérature. Et c'est ici, précisément ici, que le génie absolu de Dostoïevski éclate dans toute sa puissance. Parce que, voyez-vous, le vrai châtiment, le véritable enfer de Raskolnikov n'est pas la prison, n'est pas la potence, n'est pas la justice humaine, c'est sa propre conscience, c'est son âme qui se retourne contre lui-même et le dévore de l'intérieur. Dès le lendemain du meurtre, avant même que la police ne commence vraiment son enquête, Raskolnikov tombe malade. Il est consumé par une fièvre terrible qui le fait délirer pendant des jours. Il s'agit manifestement d'une maladie psychosomatique, une manifestation physique de son tourment mental insupportable. Il transpire, il tremble, il a des hallucinations. Son ami Razumien, un jeune homme loyal et bon qui représente tout ce que Raskolnikov n'est pas, simple, honnête, sans complications philosophiques, s'occupe de lui, mais Raskolnikov le repousse avec une violence verbale inexplicable. Il devient paranoïaque, voyant des accusations dans chaque regard qu'on lui lance, entendant des condamnations cachées dans chaque conversation anodine, interprétant chaque question innocente comme un piège tendu par la police. Sa théorie philosophique s'effondre complètement. Il réalise, dans une lucidité terrible et douloureuse, qu'il n'est pas Napoléon. Il n'est pas un législateur. Il n'est pas un homme extraordinaire. Il est juste un homme ordinaire, un peu comme les autres, qui a commis un acte extraordinairement horrible et qui ne peut pas vivre avec ce qu'il a fait. Le roman devient alors une exploration psychologique fascinante, presque clinique dans sa précision, de ce que nous appelions aujourd'hui un trouble anxieux sévère avec des éléments paranoïaques et dissociatifs. Dostoïevski, qui connaissait intimement la souffrance mentale à travers sa propre épilepsie et ses crises existentielles, décrit avec une précision presque insoutenable les mécanismes de la culpabilité. Raskolnikov aussi constamment entre l'orgueil démesuré. J'ai eu raison de le faire, je devais le faire, c'était nécessaire. Et le désespoir total, je suis un monstre, je suis pire qu'un pou, je mérite de mourir.
Il oscille entre le déni complet. Je n'ai rien fait de mal. C'était un acte philosophique et l'envie répressible de confesser son crime à tout le monde, à la première personne qu'il croise dans la rue. Il veut désespérément échapper à sa culpabilité, l'enfouir profondément, l'oublier, mais elle le poursuit. Comme une ombre collée à ses pas, comme un fantôme qui habite sa propre tête et qui ne le quitte jamais, pas une seule seconde. Mais Raskolnikov n'est pas seul dans ce voyage moral terrifiant à travers les profondeurs de l'âme humaine. Dostoïevski, avec son génie pour créer des personnages inoubliables qui semblent aussi réels que des personnes vivantes, peuple son roman de figures fascinantes qui représentent différentes réponses possibles à la souffrance humaine, différentes philosophies de vie, différentes manières de survivre dans un monde cruel et injuste. Et parmi tous ces personnages extraordinaires, il y en a une qui brille d'une lumière particulière, presque surnaturelle dans sa pureté morale. Il y a Sonia Marmeladova. Elle est peut-être le personnage le plus puissant, le plus bouleversant du roman entier. Sonia est la fille de Semyon Marmeladov, un fonctionnaire alcoolique qui a perdu son emploi et qui a sombré dans l'autodestruction complète, buvant littéralement jusqu'à la mort tout l'argent de sa famille. Pour sauver sa belle-mère malade et ses demi-frères et sœurs de la famine absolue, Sonia, cette jeune fille de 18 ans au cœur pur, est forcée de se prostituer. Elle vit du péché, elle se vend dans les rues, mais son âme reste miraculeusement intacte, préservée par une foi religieuse profonde et inébranlable en Dieu et en la possibilité de la rédemption. Sonia et Raskolnikov sont comme deux pôles opposés de la réponse à la souffrance. Raskolnikov a essayé de transcender la morale, de s'élever au-dessus du bien et du mal par un acte de volonté pure. Sonia accepte sa souffrance, l'embrasse même, avec une humilité et une foi qui déconcertent totalement Raskolnikov. Elle ne se révolte pas contre Dieu, elle ne cherche pas à justifier sa situation, elle ne philosophe pas, elle aime, elle pardonne, elle croit. Quand Raskolnikov, dans une scène absolument déchirante et magnifique qui est l'un des sommets émotionnels du roman, se confie à Sonia et lui révèle qu'il a tué la vieille usurière Elisaveta, Sonia ne le juge pas, ne le condamne pas, ne le rejette pas avec horreur. Au lieu de cela, elle pleure pour lui, elle souffre avec lui, et elle lui dit la seule chose qui peut possiblement le sauver. Va à un carrefour, prosterne-toi devant le peuple, embrasse la terre que tu as souillée, et confesse ton crime. Alors Dieu te redonnera la vie. Sonia devient la lumière dans les ténèbres de Raskolnikov. Elle incarne l'amour inconditionnel, le pardon christique et la possibilité de la rédemption même pour le pire des pécheurs. Il y a aussi Porfir Petrovitch, l'enquêteur chargé de l'affaire du double meurtre, et ce personnage est absolument fascinant dans sa subtilité psychologique. Porfir n'est pas un détective ordinaire qui cherche des preuves matérielles. Non, c'est un psychologue brillant qui comprend Raskolnikov mieux que Raskolnikov ne se comprend lui-même. Leurs conversations, qui s'étendent sur plusieurs chapitres, sont des duels intellectuels absolument captivants où chaque mot compte, où chaque silence est chargé de sens, où chaque inflexion de voix peut trahir ou cacher la vérité. Porfir sait, ou du moins suspecte fortement, que Raskolnikov est le meurtrier. Il a lu l'article que Raskolnikov a publié sur sa théorie des hommes ordinaires et extraordinaires. Il voit clair dans son jeu. Mais au lieu de l'arrêter immédiatement, il joue avec lui comme un chat avec une souris. Il le pousse psychologiquement vers la confession, vers l'aveu volontaire, parce qu'il comprend que le véritable châtiment ne viendra pas de la loi mais de la conscience de Raskolnikov lui-même. Porfir est à la fois un adversaire et étrangement une sorte de guide spirituel qui pousse Raskolnikov vers sa propre rédemption. Il y a Arkady Svidrigaïlov, un personnage mystérieux, inquiétant, moralement ambigu jusqu'au bout. Svidrigaïlov est un propriétaire terrien qui a peut-être commis des crimes terribles dans son passé. On parle de viol, de meurtre, d'abus de toutes sortes. Il représente ce que Raskolnikov pourrait devenir s'il abandonne complètement toute moralité, s'il plonge totalement dans le nihilisme moral. Svidrigaïlov vit sans aucune contrainte morale. Il fait ce qu'il veut. Il prend ce qu'il désire. Et pourtant il est profondément malheureux, rongé par l'ennui existentiel et hanté par des fantômes littéraux de ses victimes. Il est obsédé par Dounia, la sœur de Raskolnikov, et il essaie de la séduire ou de la forcer. Mais étrangement, paradoxalement, Svidrigaïlov a aussi des moments de générosité inexplicable. Il est financièrement Sonia et les orphelins de Marmeladov sans raison apparente. C'est un personnage profondément contradictoire qui montre que même le mal absolu contient des étincelles d'humanité, tout comme le bien absolu peut contenir des zones d'ombre. Il y a Dounia, Avdosia Romanovna, la sœur de Raskolnikov, une femme d'une beauté remarquable mais surtout d'un caractère de fer, fière, intelligente, courageuse. Elle est prête à se sacrifier en épousant Piotr Petrovitch Lougine, un homme riche et calculateur qu'elle n'aime pas du tout, uniquement pour sauver financièrement sa famille et permettre à son frère de terminer ses études. Son sacrifice potentiel est une des choses qui tourmentent Raskolnikov et qui, paradoxalement, contribue à le pousser vers son crime.
Il ne peut pas supporter l'idée que sa sœur se vende pour lui. Dounia représente l'honneur, la dignité et une forme d'héroïsme féminin très important dans l'œuvre de Dostoïevski. Il y a Razumien, Dmitri Prokofitch, l'ami fidèle de Raskolnikov, dont le nom vient du mot russe razum qui signifie raison ou bon sens. Razumikin est l'opposé philosophique de Raskolnikov. Là où Raskolnikov est torturé par des théories complexes, Razumikin est direct, pratique, optimiste. Il est pauvre lui aussi, mais au lieu de philosopher sur le droit de tuer, il travaille dur, il donne des cours, comme une ombre collée à ses pas, comme un fantôme qui habite sa propre tête et qui ne le quitte jamais, pas une seule seconde. Mais Raskolnikov n'est pas seul dans ce voyage moral terrifiant à travers les profondeurs de l'âme humaine. Dostoïevski, avec son génie pour créer des personnages inoubliables qui semblent aussi réels que des personnes vivantes, peuple son roman de figures fascinantes qui représentent différentes réponses possibles à la souffrance humaine, différentes philosophies de vie, différentes manières de survivre dans un monde cruel et injuste. Et parmi tous ces personnages extraordinaires, il y en a une qui brille d'une lumière particulière, presque surnaturelle dans sa pureté morale. Il y a Sonia Marmeladova. Elle est peut-être le personnage le plus puissant, le plus bouleversant du roman entier. Sonia est la fille de Semyon Marmeladov, un fonctionnaire alcoolique qui a perdu son emploi et qui a sombré dans l'autodestruction complète, buvant littéralement jusqu'à la mort tout l'argent de sa famille. Pour sauver sa belle-mère malade et ses demi-frères et sœurs de la famine absolue, Sonia, cette jeune fille de 18 ans au cœur pur, est forcée de se prostituer. Elle vit du péché, elle se vend dans les rues, mais son âme reste miraculeusement intacte, préservée par une foi religieuse profonde et inébranlable en Dieu et en la possibilité de la rédemption. Sonia et Raskolnikov sont comme deux pôles opposés de la réponse à la souffrance. Raskolnikov a essayé de transcender la morale, de s'élever au-dessus du bien et du mal par un acte de volonté pure. Sonia accepte sa souffrance, l'embrasse même, avec une humilité et une foi qui déconcertent totalement Raskolnikov. Elle ne se révolte pas contre Dieu, elle ne cherche pas à justifier sa situation, elle ne philosophe pas, elle aime, elle pardonne, elle croit. Quand Raskolnikov, dans une scène absolument déchirante et magnifique qui est l'un des sommets émotionnels du roman, se confie à Sonia et lui révèle qu'il a tué la vieille usurière Elisaveta, Sonia ne le juge pas, ne le condamne pas, ne le rejette pas avec horreur. Au lieu de cela, elle pleure pour lui, elle souffre avec lui, et elle lui dit la seule chose qui peut possiblement le sauver. Va à un carrefour, prosterne-toi devant le peuple, embrasse la terre que tu as souillée, et confesse ton crime. Alors Dieu te redonnera la vie. Sonia devient la lumière dans les ténèbres de Raskolnikov. Elle incarne l'amour inconditionnel, le pardon christique et la possibilité de la rédemption même pour le pire des pécheurs. Il y a aussi Porfir Petrovitch, l'enquêteur chargé de l'affaire du double meurtre, et ce personnage est absolument fascinant dans sa subtilité psychologique. Porfir n'est pas un détective ordinaire qui cherche des preuves matérielles. Non, c'est un psychologue brillant qui comprend Raskolnikov mieux que Raskolnikov ne se comprend lui-même. Leurs conversations, qui s'étendent sur plusieurs chapitres, sont des duels intellectuels absolument captivants où chaque mot compte, où chaque silence est chargé de sens, où chaque inflexion de voix peut trahir ou cacher la vérité. Porfir sait, ou du moins suspecte fortement, que Raskolnikov est le meurtrier. Il a lu l'article que Raskolnikov a publié sur sa théorie des hommes ordinaires et extraordinaires. Il voit clair dans son jeu. Mais au lieu de l'arrêter immédiatement, il joue avec lui comme un chat avec une souris. Il le pousse psychologiquement vers la confession, vers l'aveu volontaire, parce qu'il comprend que le véritable châtiment ne viendra pas de la loi mais de la conscience de Raskolnikov lui-même. Porfir est à la fois un adversaire et étrangement une sorte de guide spirituel qui pousse Raskolnikov vers sa propre rédemption. Il y a Arkady Svidrigaïlov, un personnage mystérieux, inquiétant, moralement ambigu jusqu'au bout. Svidrigaïlov est un propriétaire terrien qui a peut-être commis des crimes terribles dans son passé. On parle de viol, de meurtre, d'abus de toutes sortes. Il représente ce que Raskolnikov pourrait devenir s'il abandonne complètement toute moralité, s'il plonge totalement dans le nihilisme moral. Svidrigaïlov vit sans aucune contrainte morale. Il fait ce qu'il veut. Il prend ce qu'il désire. Et pourtant, il est profondément malheureux, rongé par l'ennui existentiel et hanté par des fantômes littéraux de ses victimes. Il est obsédé par Dounia, la sœur de Raskolnikov, et il essaie de la séduire ou de la forcer. Mais étrangement, paradoxalement, Svidrigaïlov a aussi des moments de générosité inexplicable. Il est financièrement Sonia et les orphelins de Marmeladov sans raison apparente. C'est un personnage profondément contradictoire qui montre que même le mal absolu contient des étincelles d'humanité, tout comme le bien absolu peut contenir des zones d'ombre. Il y a Dounia, Avdosia Romanovna, la sœur de Raskolnikov, une femme d'une beauté remarquable mais surtout d'un caractère de fer, fière, intelligente,
courageuse. Elle est prête à se sacrifier en épousant Piotr Petrovitch Lougine, un homme riche et calculateur qu'elle n'aime pas du tout, uniquement pour sauver financièrement sa famille et permettre à son frère de terminer ses études. Son sacrifice potentiel est une des choses qui tourmente Raskolnikov et qui, paradoxalement, contribue à le pousser vers son crime. Il ne peut pas supporter l'idée que sa sœur se vende pour lui. Dounia représente l'honneur, la dignité et une forme d'héroïsme féminin très important dans l'œuvre de Dostoïevski. Il y a Razumien, Dmitri Prokofitch, l'ami fidèle de Raskolnikov, dont le nom vient du mot russe razum qui signifie raison ou bon sens. Razumikin est l'opposé philosophique de Raskolnikov. Là où Raskolnikov est torturé par des théories complexes, Razumikin est direct, pratique, optimiste. Il est pauvre lui aussi, mais au lieu de philosopher sur le droit de tuer, il travaille dur, il donne des cours, Dostoïevski nous montre que d'autres personnages dans les mêmes circonstances, comme Razumikin ou Sonia, ne deviennent pas des meurtriers. Il y a donc quelque chose dans le choix individuel, dans la volonté personnelle, qui fait la différence. Le mal est un mystère qui ne peut pas être complètement expliqué ou rationalisé. Après des centaines de pages de tourments psychologiques absolument épuisants mais fascinants, après des confrontations avec Porphyre qui resserre lentement mais sûrement son filet psychologique, après ses rencontres transformatrices avec Sonia qui lui montre un autre chemin possible, Raskolnikov, guidé finalement par l'amour pur et désintéressé de cette jeune prostituée qui est moralement infiniment supérieure à lui, fait ce qu'il doit faire, ce qu'il sait depuis le début qu'il devra faire tôt ou tard, il se confesse. Mais attention, ce n'est pas une confession simple, directe. Raskolnikov ne se confesse pas parce qu'il a peur d'être arrêté. Porphyre lui a déjà offert implicitement une porte de sortie, lui suggérant que s'il se rend volontairement et montre du repentir, sa peine sera réduite. Non, Raskolnikov résiste encore longtemps à cette idée. Il ne veut pas se soumettre, il ne veut pas admettre qu'il avait tort, que sa théorie était fausse. Mais finalement, il ne peut tout simplement plus supporter le poids écrasant de son secret, le fardeau insoutenable de sa culpabilité qui l'écrase littéralement, qui le rend fou. La scène où Raskolnikov, suivant le conseil de Sonia, va à un carrefour au milieu de Saint-Pétersbourg, s'agenouille devant la foule stupéfaite et embrasse la terre souillée est d'une puissance symbolique extraordinaire. Il reconnaît publiquement son appartenance à la communauté humaine qu'il avait essayé de transcender, qu'il avait méprisée en se croyant supérieur. Il reconnaît son humanité avec toutes ses faiblesses, toutes ses limites, toute sa capacité pour le mal. C'est un moment de capitulation totale de l'orgueil, un moment d'humilité absolue. Ensuite, il va au commissariat et confesse son crime. L'enquête est terminée. Il est condamné à 8 ans de travaux forcés en Sibérie, une peine relativement légère compte tenu de la gravité de son crime, précisément parce qu'il s'est rendu volontairement et que les circonstances atténuantes ont été reconnues. Mais même après la confession, même après la condamnation, le châtiment intérieur de Raskolnikov n'est pas terminé. Dostoïevski nous montre dans l'épilogue que la renaissance spirituelle n'est pas instantanée, qu'on ne se transforme pas du jour au lendemain. Au début de son séjour au bagne en Sibérie, Raskolnikov reste exactement comme il était, froid, distant, orgueilleux, incapable d'accepter pleinement sa culpabilité ou de se repentir sincèrement de son crime. Les autres prisonniers, des criminels endurcis qui ont commis des crimes bien pires que le sien, le détestent instinctivement. Ils sentent son orgueil, son sentiment de supériorité. Ils le haïssent parce qu'il ne croit pas vraiment en Dieu, parce qu'il reste un intellectuel même dans le bagne. Ils auraient pu le tuer s'il n'était pas protégé. Raskolnikov reste isolé, enfermé dans sa propre tête, dans sa propre souffrance. C'est seulement à la toute fin du roman, dans les dernières pages magnifiques et bouleversantes, avec Sonia à ses côtés, cette femme extraordinaire, qu'il a su.